Alors, je me présente dans un premier temps. Je m'appelle Fabio Pinto. Je suis développeur full stack chez Exteam depuis déjà 5 ans. Et c'est moi aussi qui m'occupe de la partie front-end en tant que guild master. Donc aujourd'hui, le petit meetup qu'on va faire, il va être sur Angular. Vous allez voir, il y a à la fois un peu du général et puis on va faire également voir quelques particularités du framework. C'est parti. Alors, Angular, c'est quoi? Angular, c'est un framework JavaScript. Qu'est-ce que c'est un framework? Déjà, dans un premier temps. Un framework, c'est une boîte à outils. En JavaScript, depuis un certain temps, il y a une amorce qui s'est faite. On a essayé de standardiser un peu des choses et de rendre plus facile l'écriture du code JavaScript. L'un des premiers éléments qui est apparu dans ce domaine-là, c'est jQuery. jQuery, après, c'est devenu un peu dépassé et on est arrivé à des choses un peu plus modernes, un peu plus efficaces comme Angular. Angular, comme je l'ai mis dans la slide un tout petit peu en dessous, la première version elle date de 2009. Donc c'est quand même un framework qui a déjà 12 ans. Par contre, aujourd'hui, on va parler de Angular. Angular par abus de langage, ça représente la version 2 du framework. La version 1 s'appelle AngularJS, comme vous voyez sur la petite infographie. Et Angular 2, il est apparu en septembre 2016. Donc il est bien plus récent, ça fait que 5 ans. Et vous allez voir qu'il évolue beaucoup plus vite et que les versions sont beaucoup plus fréquentes. Petite précision, c'est un framework qui est édité par Google, donc c'est quand même un gage de qualité en tant que tel, parce qu'il y a quand même un gros acteur du web derrière le framework. Hop, hop. Un framework qui bouge. Alors effectivement, comme vous voyez sur la petite infographie encore, je vous avais dit sortie d'Angular donc en 2009 pour la version bêta du framework. Et après, 2016, on va Angular 2. Puis après, vous voyez, le rythme, il s'accélère énormément. On passe directement à Angular 4. Angular 3 n'existe pas. Parce qu'en fait, il y a eu une version 3, mais qui a été uniquement fait pour le module de routing d'Angular. Donc, ça a été passé. Puis après, Angular 4, Angular 5, Angular 6, et vous voyez, les versions s'accélèrent de plus en plus. Donc, on est à peu près aujourd'hui sur un rythme de une version tous les 6 mois. Une version majeure d'Angular tous les 6 mois. Vous voyez aussi que Angular est quand même un framework très utilisé dans le monde. Il y a une très grosse communauté derrière. C'est utilisé dans beaucoup de projets, aussi bien des projets grand public que des projets internes en entreprise. Donc, on peut avoir confiance dans ce framework. C'est quelque chose de solide. Il y a une communauté assez importante derrière et c'est une communauté en plus qui bouge. Donc, il n'y a pas de problème à l'utiliser. Un framework pour les gouverner tous. Alors, c'était justement la petite explication sur ce qu'est un framework. Angular, à contrario, je vais vous donner un autre exemple de React, c'est un framework. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il inclut plein de choses. Il ne fait pas qu'un seul cas. Tandis qu'on a une librairie comme React qui se charge surtout de faire du changement de DOM, Angular, lui, il fait plein d'autres choses. Donc, il a un module qui se charge de faire tout ce qui est routing et navigation. Il a un autre module qui sert à communiquer avec une API, donc le module HTTP client de Angular. On a un autre module qui sert à faire des formulaires et des validateurs appliqués sur ces formulaires. On a un autre module qui se charge de faire du testing, et un autre qui se charge de faire tout ce qui est j'arrive pas à retrouver mon mot. Bref, le 18N, donc c'est les différentes langues. On a aussi un module qui se charge de faire tout ce qui est animation graphique. Et on a aussi un module des schematics. J'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Donc c'est vraiment très complet. Là, j'ai mis, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'Angular 1, mais le but vraiment d'un framework comme Angular, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'un projet puisse, puisse se faire dans de bonnes conditions. Il y a vraiment toute une panoplie de choses. On verra plus tard, bien évidemment, qu'ils ont mis en place quand même des choses pour éviter qu'un projet qui n'a pas besoin de tout ça embarque l'intégralité de tout ce code et que donc ça alourdisse le projet pour rien. Alors, un petit point sur TypeScript, parce que depuis Angular 2, TypeScript est devenu presque indissociable d'Angular. Donc, je vais expliquer un peu pourquoi. TypeScript, comme vous le voyez sur la petite infographie, c'est une surcouche au-dessus de JavaScript. Donc, ça englobe un peu toutes les fonctionnalités qu'il y a dans ES5 et puis dans les fonctionnalités suivantes du langage JavaScript. Et ça rajoute d'autres choses. Je vais vous montrer un petit exemple. À gauche, un code TypeScript. À droite, un code JavaScript.
Donc, on le voit sur le code de gauche, on a quelque chose de beaucoup plus, pour ceux qui sont familiers des langages back-end tels que le Java ou le C Sharp, on a quelque chose de beaucoup plus normé avec, on voit l'apparition de types, qui est quelque chose qui n'existe pas en JavaScript nativement. On a aussi l'apparition de classes et donc d'un langage un peu plus orienté objet. Euh, et on voit à la fin, enfin, on a énormément de choses qui sont rajoutées avec ça. Je vais pas faire le tour maintenant sur TypeScript, j'avais déjà fait une présentation à l'époque dessus, mais il y a énormément de choses qui se rajoutent. Mais comme je le précise en bas, ça ne reste que du sucre syntaxique. C'est-à-dire qu'à la fin, pour que le code soit exécuté sur un navigateur, il faut absolument que ça soit transformé en JavaScript. C'est l'action que j'ai marquée en bas de transpilation. La transpilation, c'est l'action de convertir un code TypeScript dans un code JavaScript lisible par le navigateur. Donc, le code qui est à gauche devient au final le code qui est à droite. Donc, le code qui est à droite, on voit que ça ressemble beaucoup moins à de l'objet, il n'y a pas de type, etc. Voilà. C'est pour ça que Angular a pris le choix d'intégrer nativement dans son framework depuis la version 2 TypeScript en tant que langage d'écriture. Mais il faut savoir que ce n'est pas une obligation. On peut tout à fait continuer à écrire en pur JavaScript de l'Angular. C'est tout à fait possible. Alors, on va passer à la slide suivante. La modularité au cœur du projet. Alors, Angular, c'est un framework qui a été conçu depuis sa version 2, encore une fois, pour être totalement modulaire. Donc la modularité, c'est quoi? C'est tout simplement le découpage en briques d'une application ou là, en l'occurrence, d'un framework. Donc, c'est les fameuses briques que je vous ai présentées tout à l'heure avec la partie routing, avec la partie I18N, la partie HTTP client, etc. Tout ça, c'est les briques qui composent le framework Angular. Mais ça va plus loin encore que ça. Angular encourage donc aux développeurs d'applications de faire la même chose, de rendre leur application modulaire directement, enfin sur leur application, de faire une application modulaire. Et donc, alors, je vais pas venir tout de suite à ça, je vais en parler après. Et donc, vraiment, le principe, c'est de construire par petites briques son application. Pendant qu'avant, on avait en JavaScript avec jQuery une application qui était totalement un gros monolithe, hein, voilà, qui n'était pas du tout découpé. Là, Angular encourage vraiment la modularité. Je vais y revenir vraiment après, plus tard dans la présentation. Je fais une petite aparté quand même sur Webpack et Babel, qui à la fin, en fait, c'est ce que je vous mets là dans l'image, forme ce qu'on appelle Angular CLI. Alors, c'est pour ça que je mets un signe un peu près. Il n'y a pas que ça dans Angular CLI, mais Angular CLI est composé de ces éléments, de ces deux éléments que sont Webpack et Babel. Webpack, c'est ce qui va permettre en fait de faire toute l'usine de construction d'un projet Angular, donc de pouvoir transformer le code qu'on écrit en quelque chose de compréhensible par le navigateur. Babel permet de faire la transpilation, donc vraiment de convertir le TypeScript en JavaScript compréhensible par le navigateur. Et Angular CLI ajoute tout un tas de fonctionnalités telles que les schematics que je vous ai montré tout à l'heure. Les schematics, pour vous expliquer un peu ce que c'est des extensions qu'on ferait en Angular CLI. Angular CLI, c'est une ligne de commande voilà, qui permet de générer les projets Angular, qui permet de les builder, qui permet de les runner. Et avec les schematics, ça nous permet aussi de pouvoir étendre cette ligne de commande pour pouvoir générer des composants particuliers. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de schématiques déjà embarqués hein, dans Angular, mais on peut en créer soi-même. Et donc, c'est à ça que servent les schématiques. C'était une petite aparté. C'était important de faire une petite aparté sur Angular. Hop. La deuxième chose que je vais vous présenter, c'est Angular Elements. Angular Elements, c'est une brique. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le but d'Angular, c'est vraiment d'être modulaire. Angular Elements, c'est une brique d'Angular qui vise à produire des web components. Les web components, c'est une norme HTML qui est apparue ces derniers temps. Il y a quelques années déjà, hein, mais c'est assez récent, qui a pour but de créer ce qu'on appelle des custom elements. Les custom elements, c'est quoi? C'est une balise, tout simplement, une balise HTML en fait. Voilà. Comme on a les balises div, span, strong, etc. On peut maintenant, grâce au web component, créer sa propre balise et associer donc derrière du code à cette balise-là pour que ça fasse quelque chose de particulier. Angular Element est le projet d'Angular qui permet de transformer une application Angular en un web component natif, lisible depuis
n'importe quel projet. Donc, même sur un projet qui ne serait pas en Angular, qui serait en pure Vanilla JS ou qui serait en React ou en Vue, on pourra utiliser un web component créé avec Angular Element. Je vais vous montrer un petit exemple juste après. Voilà. Donc, on a un exemple ici de ce qu'on fait. Donc là, c'est un code Angular classique avec une déclaration de module. Hein, vous voyez, le app module. En bas, le code qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur du constructeur. Donc, on va définir le composant qui va être associé au tag. Le tag, il est juste en dessous. On voit customelements.define myWidget. MyWidget est vraiment le tag HTML qui sera utilisé pour afficher le web component en question. Après, on compile. Donc, la compilation, ça passe encore une fois par Angular CLI et donc derrière Webpack, Babel, etc. Et on arrive à ça, à la fin, en HTML. Pour utiliser mon composant, j'ai juste à faire chevron, comme je le ferais sur une div, hein, my-widget, qui est le tag que j'ai défini plus haut dans mon code. Et puis après, vous voyez, je vous ai mis des exemples d'attributs et d'événements. On peut tout à fait rajouter des attributs et des événements en utilisant le système d'input et d'output Angular classique. Voilà. Ce projet-là, le but est vraiment, entre guillemets, de permettre d'utiliser Angular un peu partout, même dans des contextes qui n'utiliseraient pas Angular nativement. Comme je le disais tout à l'heure, avec des contextes en pur JavaScript ou en React ou en Vue. Je vais passer maintenant à Angular Universal. C'est un projet un peu méconnu, encore une brique, hein, encore un module spécifique de Angular. C'est une brique assez peu connue du framework. Je vais faire une rapide présentation. Ça sert à quoi Angular Universal? Ça sert à rendre le code Angular côté serveur. Alors, vous me direz qu'est-ce que c'est l'utilité? Parce que normalement, c'est un framework JavaScript. Donc, le but, c'est vraiment de faire une application qui sera exécutée sur le browser du client, une application JavaScript. Et ben en fait, ça a beaucoup d'utilité, notamment pour le deuxième point que je cite, c'est la SSO. La SSO, c'est quoi? C'est le fait de référencer son application pour qu'elle soit lisible dans les moteurs de recherche, pour qu'elle soit affichée dans les moteurs de recherche. Et donc en fait, il y a un petit travers au framework moderne JavaScript comme Angular, React ou Vue, c'est que malheureusement, ils sont très mal indexés par les moteurs de recherche tels que Google ou Bing. Parce qu'en fait, étant donné que le code est généré lorsque le client y accède, et ben le crawler, qui est le petit robot en fait qui va parser les pages pour les indexer, et ben il a du mal à comprendre le code en fait qui est là sur la page. Et donc, le fait de rendre l'application côté serveur avec Angular Universal, ça permet d'avoir un code qui est directement envoyé au robot, que ce soit de chez Google ou de chez Bing ou d'un autre moteur, et en fait de lui dire voilà à quoi va ressembler la page finale. Voilà. Ça va ressembler à ça, le HTML de la page finale. Donc comme ça, tu peux directement indexer la chose correctement. Ça a d'autres utilités, notamment pour les landing pages. Les landing pages, c'est la page principale de notre site, hein, donc la page d'accueil généralement. Donc ça permet de la rendre directement sans avoir à passer par Angular, etc. Et puis ça permet d'optimiser en fait pour les connexions un peu plus lentes, donc notamment pour les connexions mobiles. Donc ça permet vraiment d'avoir le site entre guillemets, c'est comme s'il était pré-mâché, voilà. Et donc ça évite en fait que toute la moulinette Angular se fasse, etc. Donc ça évite de charger des choses. C'est un projet. Une petite. Désolé, Fabius, je te coupe, mais Ouais. pour SSO Optimization, c'est pas SEO plutôt que SSO? C'est ça, C'est effectivement c'est ça. C'est une faute de ma part. Je viens de m'en rendre compte maintenant que tu viens de me le dire, mais effectivement c'est ça. C'est la SEO, SEO. ouais, c'est ça. Voilà. Parce que SSO, ça veut C'est dire autre chose. le single C'est sign-on, ouais. c'est Ouais, ça exactement m'a ça. perturbé, ouais. Ouais, ok, parfait, Mais tu as parfait. totalement raison, c'est ça. Donc je m'en excuse, c'est effectivement SEO, c'est ça. Il y a une lettre ouais, qui est pas bonne, parfait. c'est le S du milieu. Donc Ouais, voilà. pas de souci, pas de souci. Ouais. Alors, je passe donc à la fin. C'est un framework qui fonctionne. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'est un framework qui est éprouvé, c'est utilisé dans des milliers de projets professionnels à travers le monde. C'est mis à jour très régulièrement, donc une version majeure tous les 6 mois. J'en profite pour faire une précision. Les gens qui connaissent déjà un peu Angular le savent, il y a eu un problème entre la version 1 et la version 2. Il a fallu réécrire tous les sites, etc. parce que c'était pas du tout compatible. Depuis la version 2 d'Angular jusqu'à aujourd'hui, la version 12, qui est la version qui va sortir, et ben, il n'y a plus ce problème-là. La compatibilité est assurée entre les versions, donc il n'y a plus de souci. En fait, pourquoi il y a eu on va dire ce breaking change entre la version 1 et la version 2, c'est parce que sur la version 2, ils ont voulu repartir sur des nouvelles bases.
Ils ont voulu partir sur un framework plus performant et donc il a fallu réécrire le framework en profondeur. Il faut savoir qu'AngularJS, de base, c'était un framework qui avait été développé par les équipes de Google en interne pour leurs propres besoins. Il me semble qu'à la base, c'était pour le projet Google Agenda que ça avait été développé. Donc, voilà, ça avait été fait un peu en mode POC. Ça a bien évolué, ça a bien pris, etc. Mais après, ils ont voulu repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment un gros breaking change. Il faut savoir que maintenant, ça ne sera plus le cas sur les versions suivantes d'Angular. Et donc, il n'y a pas de risque à passer. Voilà, il n'y a pratiquement aucun breaking change à passer d'une version 5 à une version 6, etc. Généralement, les breaking change sont sur plusieurs versions. Et donc, elles sont bien affichées, etc. Et la migration, généralement, se fait en douceur. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a aussi de nombreuses librairies complémentaires qui ont été faites. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une énorme communauté autour d'Angular. Donc, il y a vraiment beaucoup de librairies qui englobent le framework. La plupart des librairies que vous connaissez, il y a tout le temps un wrapper qui est fait pour Angular, que ce soit iChart pour faire des graphiques, AGGrid pour faire des grids sur le web. C'est vraiment très complet. Et comme je vous l'ai dit, Angular embarque déjà nativement énormément de choses. Donc vraiment toutes les briques techniques que vous avez besoin pour faire un projet web, elles sont déjà embarquées. Je ne les ai pas toutes spécifiées, mais il y a aussi ce qu'il faut, par exemple, pour faire du service worker, etc. Donc il y a vraiment tout qui est embarqué à l'intérieur du framework. Donc voilà, moi je vous encourage vivement à l'essayer si ce n'est pas déjà le cas. Et puis à continuer à l'utiliser si vous l'utilisez déjà. Une petite question, Fabio, par rapport Ouais. à différents changements des changements majeurs dans Angular. Ouais. Donc, si tu dis que à chaque version majeure, il y a des breaking changes, mais qui ne sont pas vraiment des breaking changes au final, ou c'est quoi? Comment ça Ah se non. passe exactement, Alors, je veux dire? je vais reformuler ce que je disais. Non. Alors, en fait, quand on passe d'une version à l'autre, il n'y a pas de breaking change. Il y a des choses qui peuvent être mises en deprecating. C'est ce qui s'est passé notamment sur la version 5 quand ils ont passé à un nouveau module de HTTP. Avant, on utilisait le module HTTP, puis après, on est passé à HTTP Client, qui changeait pas mal de choses en fait pour communiquer avec les API. Ils ont mis le module HTTP en deprecating. Donc, ça laisse le temps aux développeurs de pouvoir changer le code en sachant qu'à chaque fois, ce n'est pas des gros changements. Il n'y a pas besoin de réécrire toute l'application. C'est vraiment des changements très ciblés parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Angular, c'est un framework modulaire. Donc vraiment découpé par briques. Donc ils ne vont pas s'amuser à faire entre les versions un changement sur toutes les briques du framework. Ils vont vraiment faire des changements très limités. Et la plupart du temps, il n'y a pas trop de changements, c'est vraiment que de l'ajout en fait. Mais Voilà. je reformule ma question. Du coup. Ouais, Par exemple, imaginons qu'on a commencé avec la version 4 ouais. et on a passé du temps à faire du dev. Et à un certain moment, on n'a pas mis à jour la version Ouais. Angular. Et nous sommes à la version, par exemple, 12. Est-ce Mmh. qu'on peut passer facilement de version 4 à Oui, version 3? On peut sauter oui, des versions sans aucun oui. vraiment problème. On peut sauter effectivement énormément de versions, comme tu viens de le dire, Ouais, sans problème. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà il y a un module d'aide sur le site d'Angular qui permet de faire le passage de version. En fait, ok. tu dis ta version, la version sur laquelle est ton projet. Tu spécifies le niveau de complexité de ton projet. Donc, si ton projet est un projet qui utilise beaucoup de choses d'Angular ou peu de choses ou un moyen, intermédiaire, et automatiquement, lui, il va te dire qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que tu dois changer donc dans ton projet. Bien évidemment, tu dois spécifier la version vers laquelle tu veux aller, hein, et de le spécifier, mais voilà, tu vas dire par exemple, je suis en version 4, je veux passer à la version 12, mon projet est très complexe, j'utilise vraiment plein de choses, dis-moi qu'est-ce que j'ai à changer dans mon projet. Et là, il va te faire une liste. Il va te faire une liste, voilà, si tu utilises ça, tu dois changer ça, ça devient comme ça, et ainsi de suite. Mais ça reste vraiment des changements très rapides. Je peux vous donner un exemple. Moi, en entreprise, sur un projet un client, j'étais passé d'Angular 4 à Angular 10 et j'ai dû changer vraiment, en tout et pour tout, j'ai dû changer deux choses dans mon projet. C'est le routing qui a changé de forme, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai dû remplacer les instructions de routing par une nouvelle instruction de routing. Le routing se fait juste différemment. C'est un changement pratiquement transparent. C'est vraiment juste du changement de texte, on va dire, si je puis dire. Et puis, l'autre point que j'ai dû changer, c'est le module HTTP. Donc ça, c'était un peu plus lourd. Enfin, un peu plus lourd, c'est vraiment un bien grand mot. Il a fallu changer quelques petits trucs, mais voilà, la migration, elle a pris en tout et pour tout avec le testing une demi-journée. Donc c'est vraiment très rapide et j'étais passé vraiment de beaucoup de versions. J'étais passé de la version 4 à la version 10. Donc c'est vraiment très rapide. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était le passage entre AngularJS et Angular 2, où là, pour le coup, il fallait réécrire pratiquement toute l'application. Enfin, Ouais, c'est pas il fallait réécrire toute c'est l'application, c'est il quasiment fallait réécrire. impossible, je pense. Je pense que C'est c'est pratiquement impossible impossible. quasiment.
Ils Ouais, avaient c'est essayé de impossible. faire des modules, etc., de migration, etc., mais ça n'a jamais fonctionné correctement. C'est pratiquement impossible, il faut réécrire toute l'appli. Là, Ouais. vraiment, il n'y a vraiment plus ça. Vraiment Google ont fait vraiment la promesse que ça ne se reproduirait plus dans l'avenir. Ils ont expliqué vraiment pourquoi ils ont fait ça à l'époque. C'est vraiment pour partir sur des bases saines. Et donc, il a fallu vraiment un gros moment, hein, vous le voyez bien. Il y a eu quand même entre 2009 et 2016. Voilà, hein, pour passer de la version 1 à la version 2, c'est parce qu'ils sont vraiment réfléchis, vraiment architecturés le truc pour que ça soit assis sur des bases solides. Donc là, il n'y aura plus le problème quoi, dans le futur. De toute façon, j'ai vu que Sofiane a partagé le site dont tu as parlé par rapport à l'update. Ah, Juste un l'update. petit. Merci Ouais, Sofiane. Merci, Sofiane. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Moi, c'est pas une question que j'ai, mais plutôt j'ouvre un débat. En fait, c'est sur la Ouais. partie Angular universelle. C'est là où je trouve que c'est un peu dommage de la part d'un framework de la norme de Google, tu vois, qui développe un framework qui ne prend pas nativement le ICO. Hmm. Alors, moi, mon expérience personnelle, en fait, j'ai dû en fait migrer en fait une application qui a été développée, qui a vécu longtemps sur un cycle de page normal de Angular. Et lorsque j'ai dû changer avec l'Angular Universal, j'ai dû galérer. J'ai dû galérer parce que les outils qui étaient mis en place ne prennent pas automatiquement. Il fallait faire du développement pour ça. Alors, pour répondre à ça, Sofiane, alors moi, ce que je trouve dommage, je suis d'accord avec toi, mais ce que je trouve dommage, c'est pas que c'est les frameworks qui soient pas entre guillemets adaptés, c'est plutôt que les moteurs et notamment le moteur de Google, parce que c'est quand même Ouais, Google ouais, c'est Google qui, qui ont fait le. qui a fait le framework, hein, en l'occurrence. Hein, Ouais, c'est ça. c'est le Google, c'est le premier contributeur à Angular, qui n'est pas changé leur robot pour indexer mieux en C'est fait ça. les sites qui sont sur Ouais. les frameworks modernes tels que Angular, React ou Vue.js. En fait, Alors, malheureusement, il y a quand même une réponse à ça. Hein. Ces gens-là, ils réfléchissent quand même un minimum, et donc il y a quand même une réponse à ça. En fait, c'est très compliqué pour un robot d'indexer un site qui n'est pas entre guillemets statique. Voilà. Il y a une incompatibilité en fait vraiment. C'est un blocage technique, je dirais. Et c'est pour ça en fait que les sites sont très mal indexés. Il faut savoir que en plus, on a tendance à faire de plus en plus des sites aujourd'hui qui ont besoin d'une authentification. Donc où il faut qu'il y ait un utilisateur qui soit authentifié. Forcément, le robot, lui, c'est pas un utilisateur du site. Il s'est pas inscrit sur le site. Donc forcément, ça va lui bloquer plein de pages du site et ça va aussi modifier le comportement du site, étant donné qu'il n'est pas authentifié. Donc forcément, le référencement se fait de moins bonne façon. Pour le reste, il y a quand même des optimisations qui ont été faites depuis. Il ne faut pas être non plus mauvaise langue. Il y a des optimisations qui ont été faites sur les robots pour indexer un peu mieux le contenu généré dynamiquement par ces frameworks, mais ça reste quand même, c'est pas encore top et c'est pour ça qu'Universal là-dessus, même si effectivement c'est quand même compliqué à mettre en place hein, du Universal, hein, c'est pas anodin, mais ça aide à cette problématique-là. Donc c'est vraiment en fait très, important de le mettre le Universal quand on est sur un site où le besoin de référencement est énorme. Donc vraiment sur un site grand public où il faut vraiment voilà qu'on passe devant les autres sur le référencement ou quoi que ce soit, où il y a du combat à faire là-dessus. C'est là où Universal est vraiment une bonne alternative et où on peut mettre ça en place. Donc c'est pas mal que Google ait déjà enfin ait prévu ça pour Angular et qui est cette alternative. Après, je suis d'accord pour un site par exemple d'entreprise interne, ça ne sert strictement à rien d'utiliser Universal. Ça n'aura aucun intérêt. ouais. Voilà. Et comme tu l'as dit, en fait, il faut le faire dès le début parce qu'une fois qu'on a un grand Oui, projet, pour faire le switch, c'est très compliqué. Ah, ouais. exactement. C'est pour ça que, en fait, le projet, il faut forcément prendre en compte le projet dès le départ. Voilà comment il a été réfléchi. Est-ce que ça va être un site grand public? Est-ce que je vais avoir besoin d'un référencement poussé parce que je veux que mon projet il puisse être trouvé directement sur les moteurs de recherche, etc. Si c'est le cas et que je suis sur de l'Angular, à ce moment-là, autant mettre en place Angular Universal dès le début du projet. Comme ça sera beaucoup plus smooth le passage. Ouais, il faut le savoir. Voilà. Mais il faut le savoir, effectivement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ouais. Bon, juste une question d'ordre Ouais. général. On parle de référencement. Il n'y a pas une solution de référencement vraiment qui est générique à tout, on va À dire, tous à les, tous les, à, tous les apps front, quoi. à tous les frameworks,
tu veux dire? Bon, ouais, Atelier Framework ou ouais, si tu veux. Non, malheureusement, alors la seule solution de référencement qui est universelle, c'est si tu fais du HTML et c'est tout. Si tu fais que du C'est HTML sur ton vraiment. site et que tu fais pas de JavaScript, là, c'est assez facile de faire du référencement, quoi. Tu utilises bien tes balises, tu fais un Ouais, site sémantiquement correct, hein, qui utilise du HTML5 avec une bonne sémantique. Tu ouais. mets tes mots-clés, tu mets tes headers, etc., tout ce qu'il faut bien. Euh, et là, enfin tes balises méta, et là, ça devrait bien aller, ton référencement devrait se faire assez correctement. Bien évidemment, Google prend en compte quand même la pertinence du site. Donc, si tu as un site où, entre guillemets, il n'est pas intéressant, forcément, Google le dévalorisera par rapport à d'autres sites plus intéressants. Il faut le savoir, ça. Google, il prend en compte vraiment le contenu. Je ne prends pas en compte que la forme. Intéressant par rapport à quoi? Par Intéressant. rapport au contenu. C'est vraiment par rapport au contenu. Donc, c'est en ça qu'on a vu émerger tout un tas de techniques de ce qu'on appelle de la black SEO. C'est faire en sorte que son site devienne intéressant en bourrant le site de mots-clés, etc. Il faut savoir que Google a des modules de protection contre ça aujourd'hui. Et si on met en place ce genre de technique, on peut se faire bannir de Google définitivement. Petite anecdote, il faut savoir que c'est quelque chose qui est arrivé à BMW. Le site de BMW a été déréférencé de Google pendant un certain temps. Il n'était plus trouvable sur Google parce qu'ils avaient mis en place des techniques que Google avait jugées être de la black SEO. Donc en bourrant leurs mots, leur site de mots-clés, etc. Donc sûrement des choses comme voiture, automobile, voiture de luxe, etc. pour qu'on tombe sur BMW quand on tapait ce genre de mots. Et donc ils ont été bannis. Ils ont réussi à se faire réintégrer dans Google, hein, bien évidemment, parce que ça reste BMW quand même. Mais il faut savoir que on n'est pas tous BMW. Donc ça serait un peu plus compliqué. C'est pour ça que le mieux, c'est de mettre en place vraiment des techniques de white SEO. Et donc ça consiste en quoi? Avoir un site sémantiquement propre, irréprochable. Donc utiliser les bonnes balises aux bons endroits, les H1, les H2, etc. Puis avoir un contenu intéressant. Donc avoir un contenu attrayant pour l'utilisateur. Donc avec beaucoup de liens qui renvoient vers d'autres pages, etc. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Il faut que l'utilisateur il soit intéressé. Google va prendre en compte aussi généralement des KPI comme le taux de rebond, le taux, enfin pendant le temps où on reste sur le site, etc. Donc il faut le savoir. Plus le site sera C'est intéressant, mieux il sera référencé. c'est avec Lighthouse qu'on peut savoir ça. C'est Oui. l'outil Avec de. Ouais. Analytics aussi, enfin il y en a plein qui permettent de faire, Ouais. Ouais. permettent de voir ça, de mesurer ce genre de choses. Mais voilà. Sinon, pour ce qui concerne vraiment les frameworks en tant que tels, il faut savoir qu'il n'y a pas de technique universelle inter-framework de référencement. Voilà. Chacun a son propre truc. Angular, en l'occurrence, c'est Angular Universal. Pour React et Vue.js, je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas vous répondre. Hein. Je connais un peu moins ces deux frameworks-là. Mais voilà. Il y a pas malheureusement de choses universelles, si ce n'est ce que je vous ai dit sur le HTML, où ça, par contre, on peut aussi le faire en Angular. Hein, donc, c'est à faire aussi. Quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? N'hésitez pas, je suis peut-être passé sur des choses assez rapidement. Personne n'a de questions sur Angular Elements, par exemple? Et sur Moi, les. Fabio, j'ai une Ouais, question juste par rapport au DOM, comment ça fonctionne ouais, à Angular, parce que je sais bien comment ça fonctionne dans React, ouais. mais pour Alors, c'est pas Angular, la même chose, déjà. ouais, Il c'est faut le savoir, ça, c'est une certitude. React, il utilise la notion de virtual DOM. Donc, c'est quelque chose d'assez intelligent. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que vraiment, ils dupliquent le DOM en mémoire vive. Ils font la modification en mémoire vive sur le DOM. Et puis après, ils réappliquent le DOM complet directement sur la page. Donc, ça modifie tout. React, lui, fait pas comme ça. Angular, pardon. Angular, il fait pas comme ça. Angular, il modifie directement le DOM. Donc, il fait pas de virtual DOM. Voilà. À l'époque, on disait que c'était pas très performant. Il faut savoir qu'il y a des nombreuses optimisations qui ont été mises en place sur Angular pour que ça le soit. Voilà. Qui sont aussi à la main du développeur. Voilà. Donc, avec le fameux change detection, pour ceux qui connaissent sur Angular. Il y a des choses à faire là-dessus quand on veut vraiment jouer et optimiser son site au maximum. Donc, Angular, comment il fonctionne au niveau du DOM? Il fait un système de ce qu'on appelle le dirty checking. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification qui s'opère, parce qu'Angular a un système de double binding. Donc, le double binding, c'est soit je modifie une variable dans mon code JavaScript, soit je la modifie directement depuis le template. Et ça communique dans les deux sens. Quand il y a une modification qui est faite sur l'une des variables qui est mise dans le DOM, et ben Angular, en fait, va checker automatiquement tout le DOM et voir s'il y a des choses qui ont bougé. Donc, ce système-là, il est bien. Mais forcément, quand on commence à avoir énormément d'éléments dans le DOM,
bah, c'est pas super performant, quoi. Ça commence à devenir très lent parce qu'il recheck tout. Et donc, pour ça, il y a des méthodes qui ont été mises en place sur Angular pour éviter d'aller checker des choses, par exemple, de dire ça, tu n'as pas besoin de le checker parce que je te dirai quand est-ce que ça a changé. Voilà. Ou directement sur un composant de dire voilà, Angular, te charge pas de faire la détection toi-même automatique. Moi, je te dirai quand est-ce que le truc il a changé, comme ça tu le mettras à jour. Et donc ça, c'est des techniques qui sont là, qui sont à la main du développeur. C'est pas automatique. Hein. Il faut vraiment que le développeur le code, qui sont là pour optimiser le truc. Donc à la fin, si le développeur développe son site, son application, en suivant ces règles, ça devient tout aussi performant qu'un Virtual DOM de chez React. Faut le savoir. Aujourd'hui, vraiment, la différence entre les deux est vraiment très faible en termes de performance. C'est pratiquement anecdotique. Voilà. Surtout que, et c'est une chose que j'ai oublié de dire dans ma présentation, mais que je vais en profiter pour en parler. J'avais dit Angular, c'est un framework modulaire. Donc, on n'a pas forcément besoin de tout ce qu'il y a dans le framework. Par exemple, j'ai pas forcément besoin d'Angular Element ou d'Angular Universal, ou même ne serait-ce que par exemple du système d'animation d'Angular. J'ai peut-être pas besoin de faire des animations. Et il faut savoir que maintenant, donc avec Angular et avec Webpack, grâce à Webpack aussi, il y a ce qu'on appelle le tree checking. Le tree checking, c'est quoi? C'est à la compilation, je vais regarder le code qui a été produit par le développeur et je vais prendre que ce qui intéresse, que ce qui est nécessaire pour que l'application fonctionne. Donc tout le reste, même s'il est inclus dans le package.json, hein, que ça a été téléchargé, etc., que c'est dans les dépendances, dans les non-modules du projet, on va le jeter si c'est pas utilisé. Voilà. On va pas le prendre pour la compilation. Donc à la fin, on aura un bundle. Voilà. Le bundle étant vraiment le JavaScript qui est produit à la fin, qui représente l'application. On aura un bundle qui prendra en compte uniquement ce qui est nécessaire pour le projet. Tout le reste sera détruit, ne sera pas utilisé. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, donc, comme j'ai dit, par exemple sur Angular Elements ou sur. Bon, j'ai juste une autre question. Bon, Ouais. je sais pas, ça peut-être ça fait partie peut-être de la présentation, mais on parle là. Est-ce que Angular, il est basé sur RxJS, c'est ça ou... Alors, oui, tu fais bien d'en parler. Je vais faire une petite aparté là-dessus aussi. Alors. Voilà, bon, ok. Bon, je te laisse continuer Je vais faire après. une petite aparté là-dessus. Alors, RxJS, ce n'est pas Angular. RxJS est une librairie JavaScript qui peut être utilisée aussi bien en React qu'en Vue.js ou en pur JavaScript sans framework. C'est une librairie qui sert à mettre en place ce qu'on appelle le reactive programming. Donc, le reactive programming, c'est une nouvelle façon de développer. Hein. Le but étant de donner en fait les informations au fil de l'eau quand on les a. Donc ça fonctionne avec le système d'observable, avec le système de subscription. Donc un Ouais, observable, c'est un flux de transmission de données, voilà, data qui démarre. streaming. Voilà, Ouais. c'est un stream vraiment de données qui démarre. Et donc dès qu'on reçoit un event, on s'abonne à cet observable et dès qu'on reçoit un event de cet observable, on en fait quelque chose. Voilà. Soit on l'affiche dans une vue, soit on le traite, etc. C'est ça le but de RxJS. Oui, RxJS est fortement intégré à Angular aujourd'hui. On peut ne pas l'utiliser si on le souhaite. On peut tout à fait passer par les promesses, par exemple, pour appeler une API HTTP avec Angular. Mais aujourd'hui, c'est quand même ce que met en avant Angular pour les appels d'API ou même pour l'utilisation dans ses services, par exemple, lorsqu'on veut faire des services Angular, c'est ce qu'ils mettent en avant aussi. C'est ce qu'ils mettent en avant notamment via le projet NGRX pour la gestion d'un state management. C'est ce qu'ils mettent en avant pour tout, en fait, pratiquement Angular. Mais il faut savoir que ce n'est pas une obligation. C'est comme TypeScript. TypeScript, ce n'est pas une obligation. C'est préconisé, c'est mis en avant par Angular, mais c'est absolument pas une obligation de l'utiliser. Le Moi, je le NGRX, recommande c'est personnellement, le... mais voilà, Ouais. c'est pas une obligation. C'est ça, en fait, le NGRX, c'est le système de statement, De state de management, state. c'est, Ok. pour dire vulgairement la chose, c'est ce qu'on appelle Redux dans le monde de React. Donc, c'est Ouais. l'implémentation du pattern Redux qui sert à faire, pour décrire ça en quelques mots, le but étant de centraliser en fait toute la connaissance d'une application à un même endroit, dans ce qu'on appelle un store. Le store étant un magasin où on va stocker tout un tas de variables pour éviter que ces variables soient disséminées à droite à gauche dans le projet. Donc, on va centraliser ça dans un store et on va attaquer ce store avec des actions. Voilà, les actions étant je veux par exemple mettre à jour cette variable du store là, etc. Et puis on va souscrire à ce store ou à une sous-partie de ce store pour que automatiquement, quand il y a une action qui est passée et que ça a mis à jour le store, on soit informé
donc via RxJS et via la Reactive Programming, comme je l'ai dit tout à l'heure, on soit informé et on puisse après changer une vue ou faire une action derrière. Le but étant vraiment de centraliser en fait tout ça. Pourquoi c'est pas natif en Angular? C'est parce qu'Angular a un service qui imite un peu NGRX, c'est la notion de service. Les services en Angular, ça fait pratiquement la même chose que NGRX. Moi, j'ai quand même tendance à utiliser un peu plus NGRX, mais voilà, on peut s'en sortir qu'avec les services. Alors que côté React, vu que c'est, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une librairie qui sert qu'à une seule chose, c'est à faire de la modification de DOM, et ça le fait très bien d'ailleurs, et on n'a pas en fait cette notion de service, et c'est pour ça qu'en fait là, la notion de Redux prend tout son sens et est vraiment essentielle. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui vient plus du monde React que du monde Angular. Même s'il faut le savoir, NGRX c'est un projet qui bouge, voilà, très vite, qui s'adapte très vite aussi quand il y a des nouvelles versions de RxJS qui sortent. Et c'est quelque chose de vraiment très utile à mettre en place. Parce que là, je vous ai parlé vraiment du basique, mais ils ont implémenté plein d'autres choses. Vous pourrez aller voir, hein. Je ferai d'ailleurs sûrement un meet-up un peu plus tard dans l'année sur RxJS et sur NGRX parce que c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes dans le monde du JavaScript. Mais voilà, il y a tout un tas de notions comme la notion d'effet, etc., qui permettent de faire tout un tas de choses. Donc je vous encourage à voir pour ceux qui le veulent. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a des questions? Ben, moi, j'ai une question. Ouais. En fait, nous avons déjà parlé de ça, mais moi, je ne comprends pas encore Ouais. comment ça se fait que le DOM virtuel est plus performant. Alors, en fait, c'est dû à comment fonctionne en fait tout simplement le DOM. Voilà, c'est dû à comment a été implémenté le DOM en HTML. Le DOM, c'est quelque chose qui est très lent d'accès en fait. Voilà. Comment ça a été développé? Tout simplement, c'est quelque chose de très lent. Accéder à un nœud HTML, c'est une action qui est coûteuse. Et donc en fait, si on va parcourir ce DOM, le DOM n'est ni plus ni moins qu'un arbre. Il faut imaginer un arbre, et c'est ça, c'est un arbre qui est composé par toutes les balises HTML qu'il y a dans la page qu'on est en train de regarder. Ça, c'est le DOM, c'est ce qui représente le DOM. Accéder à des nœuds, c'est lent. Donc, si on essaye d'accéder à plein de nœuds différents dans la page, etc., essayer de faire des modifications dessus et tout, ça va prendre un certain temps. Alors que si on reproduit ce DOM, donc on le duplique, on le met en mémoire vive directement, voilà, et on fait toutes les modifications qu'on veut dessus, et qu'après on dit au HTML, remplace-moi le DOM existant par ce DOM-là, qui est en fait ni plus ni moins que le DOM que tu as avec quelques altérations, et en fait tu fais qu'une seule fois la notion de modification sur le DOM. Donc c'est très rapide. Tu le modifies, fin. Alors que là, si tu veux faire plusieurs altérations, et en fait ça devient vraiment très vrai sur une application où il y a énormément de composants sur la page, une application qui est vraiment très fournie. Je vais donner l'exemple d'une application, par exemple, qui aurait une liste d'utilisateurs. Voilà. Tu afficherais la liste d'utilisateurs d'un site. Donc, tu aurais, par exemple, une centaine d'utilisateurs sur la page. Ça voudrait dire que tu aurais 100 composants utilisateurs où tu afficherais dedans des noms, etc. Et là, tu essaierais de faire une modification sur l'un des utilisateurs. Voilà. Tu vas essayer de modifier sa date de naissance. Et automatiquement, Angular, ce qu'il va faire, si tu n'as pas mis au point d'optimisation, il va aller reparser tout le DOM, voilà, pour voir si les utilisateurs, ils n'ont pas tous changé en fait. S'il n'y a pas eu des changements sur les autres utilisateurs. Parce qu'en fait, la modification que tu as fait sur un utilisateur, Angular, elle ne sait pas si ça ne va pas impacter les autres aussi. Donc, il va essayer de parser tout, il va essayer de lire le truc, etc. Donc, forcément, il va faire plein d'accès au DOM et donc ça va être très long. React, à contrario, ce qu'il va faire, c'est pas ça. Il va aller checker directement dans son DOM virtuel en mémoire vive, là. Il va aller faire sa modification et puis après, il va remplacer tout le DOM directement. Donc, c'est pour ça que le virtual DOM est plus performant qu'un accès au DOM direct. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, via les optimisations qu'Angular a mis en place, dans ce genre de cas, le cas de la liste d'utilisateurs qu'on a, on aurait pu mettre en place un change detection différent et directement dire à Angular, voilà ce que j'ai changé, donc va uniquement modifier ça dans le DOM. Et il le ferait. Très bien. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, c'est clair. Ouais, très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. C'était qui venait de parler? Laïla?
Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Je sais pas, j'ai entendu une voix, je sais pas c'est qui. Oui, c'est de chez Juba, je pense. Chez Juba. C'est connecté à la fin, Juba. À la fin du meetup, quand le meetup était terminé. Mohamed Selani, t'as pas une question? Bah écoute, moi je suis arrivé en retard, donc je sais pas si c'est légitime de poser des questions. Ouais, c'est pas grave. Faut en poser une. T'as le droit à une question si tu veux. Ah, Non, ça d'ailleurs, va. je précise, on a déjà fait un meet-up avec justement Mohamed sur TypeScript. Donc, Ouais. pour ceux qui aimeraient un peu plus de compléments sur TypeScript et sur ce qu'est TypeScript, parce que là, je l'ai passé assez rapidement dans la présentation. Le but était vraiment de plus de se concentrer sur Angular. Et ben, vous pouvez aller voir cette présentation. Vous pouvez la retrouver. En fait, elle a été enregistrée. Vous pouvez Ouais, sur la- YouTube, ouais. elle est sur YouTube. Vous pouvez la visionner pour ceux qui veulent. Voilà. S'il n'y a Moi, pas moi, je d'autres veux juste, questions, oui. moi, je veux juste savoir si Philippine peut nous faire un résumé du meet-up en 1 minute. Je crois qu'elle est déjà partie. Je crois que c'était de toute façon, c'était peut-être un peu technique, effectivement. Après, voilà. On est resté quand même assez light. On a vu vraiment que 2 morceaux de code, quoi. Donc, le but étant vraiment de faire plus, voilà, une initiation plutôt, et puis une présentation des fonctionnalités d'Angular, plutôt que vraiment, voilà, on rentre dans le code, etc. Pour ça, il faudrait vraiment une session beaucoup plus longue qu'un meet-up, voire, voilà, une journée ou sur plusieurs journées, vraiment plus en mode formation pour pouvoir rentrer vraiment dans du code parce que c'est vraiment très complet. Voilà. Donc là, c'était pas pertinent vraiment de vous montrer voilà ce qui était enfin du code Angular, etc. Ça aurait pas parlé. Et voilà. Là, c'était vraiment plus pour présenter les fonctionnalités et surtout voilà la différence avec les autres frameworks qui existent et puis également avec comment on développait du JavaScript anciennement. Ouais, S'il y une a plus de petite questions, question. ouais, Ouais, une dis-moi. petite question par rapport à. En fait, je veux dire, par rapport à Angular, est-ce qu'il est basé sur RxJS? Donc, du coup, si on parle de Alors, RxJS tout à l'heure, il n'est ou pas basé c'est dessus, c'est utilisé. C'est utilisé mais utilisé au pas sein basé d'Angular, là-dessus? Ok. mais c'est pas Ouais. basé dessus. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait ne pas l'utiliser et faire de l'Angular. C'est tout à fait possible. Donc Non, c'est pas un fondement ouais, du non, framework. ouais, je parle du cœur comment c'était développé Angular. Je veux dire, Non, non, les c'est sections vraiment. d'Angular. Alors, dans le cœur d'Angular, je ne sais pas s'il est utilisé en interne pour faire certaines choses. Ouais, Peut-être que oui. je parle d'un interne, ouais, Voilà, justement. peut-être que oui au sein du cœur. Ça, je peux pas répondre là-dessus. Voilà, j'ai pas assez de connaissances vraiment sur le noyau même d'Angular. J'ai déjà regardé un peu vraiment le code d'Angular, mais il y a plein de choses. Hein. C'est vraiment très vaste hein, comme code. Il y a énormément de choses. Donc, c'est peut-être utilisé en interne, mais par contre, il n'oblige pas les projets à l'utiliser. Voilà. Donc, on peut tout à fait s'en passer au sein des projets. Ça posera pas de problème. Ça marche, ça marche. Ouais, de toute façon, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler un peu avec AIGS, c'est vraiment intéressant. Comme, Ah oui, oui. RxJS, philosophie, en fait, c'est un pattern utilisé, le observable, justement. C'est vraiment très intéressant. J'invite tout le monde à voir ça. ouais. RxJS, c'est vraiment quelque chose. Enfin, aujourd'hui, dans un projet web, dans une application web moderne, je trouve que c'est presque indispensable. Voilà. Quand on a de la communication avec un client, enfin avec un serveur, même si c'est pas le cas d'ailleurs, hein, c'est vraiment quelque chose de très utile en fait aujourd'hui. Le principe de reactive programming, alors il faut savoir que c'est un principe qui n'est pas propre à JavaScript, le reactive programming. Il y a ça dans tous les langages. Donc si on fait du Java, il y a aussi une version qui s'appelle RX Java d'ailleurs qui est utilisée. Ou alors dans le framework Spring, il y a une version qui s'appelle, enfin une implémentation du reactive programming qui s'appelle Reactor qui est mis en place. Il y a rx.net, etc., qui existe. Donc, il y a vraiment, en fait, l'implémentation du reactive programming est un peu partout. Il faut savoir que si on utilise le Rx associé à son langage, eh ben, on va retrouver les mêmes noms de fonctions, les mêmes, euh, les mêmes API de fonctionnement que ce qu'on aurait avec RxJS. Donc, si on fait par exemple du Rx Java, on va retrouver pareil les flat maps, on va retrouver la notion de pipe, on va retrouver les observables, les subscriptions, etc. Ça va fonctionner de la même façon. Hmm. Voilà. C'est quelque chose vraiment, c'est pas propre à JavaScript. C'est vraiment sur tous les langages, le reactive programming est vraiment en train de monter en puissance. C'est vraiment quelque chose qui permet de faire des très grosses optimisations sur son application. Il faut savoir que vraiment utiliser Reactor par exemple sur du Spring,
ça permet de faire gagner beaucoup de temps. Voilà. Ça permet de libérer les threads du programme, etc., pour qu'ils ne soient pas en train d'attendre à rien faire et donc de les allouer à des autres clients. Donc, ça permet, en gardant la même machine, de gagner en performance, mais vraiment, enfin, plus du double. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Enfin, voilà, je conseille à tous les gens qui font du web très souvent de s'y pencher sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie tous d'avoir assisté à la présentation. Et puis, de toute façon, je me tiens dispo pour ceux qui ont des questions. N'hésitez pas à m'envoyer directement un message privé sur TalkSpirit, j'y répondrai avec plaisir.